de vous parler de l'impact des arbres sur la santé physique. Je voudrais donc vous faire un bref aperçu de ce qu'on sait aujourd'hui d'un point de vue scientifique sur l'impact des arbres, en vous disant que les impacts des arbres se regardent de différents points de vue. Il y a d'une part l'impact indirect du fait de l'activité dépolluante des arbres, sur lequel je vais un tout petit peu m'étendre, mais qui est déjà assez connu. Et puis il y a l'impact direct. Du fait que les arbres étant des plantes, il y a évidemment des arbres médicinaux, c'est connu depuis assez longtemps, et aussi du fait que les arbres émettent des composés organiques volatiles, c'est-à-dire des substances chimiques que nous inhalons et qui ont un impact important sur notre santé. Il existe toute une série de choses qui sont encore inconnues, donc des grandes questions que se pose l'épidémiologie, que se pose la science en général. Je vais vous en donner également un bref aperçu. Alors, le, la petite présentation que je vous fais ici, je vous la fais au nom de l'Université dans la Nature, qui est donc une organisation sans but lucratif. Nous sommes établis ici au Canada et au Luxembourg. Nous avons fait pas mal de recherches, de publications scientifiques. Nous menons aussi beaucoup d'activités auprès de toute une série de populations à l'international. Et en octobre dernier, nous avons accueilli la troisième édition du World Conference on Forest for Public Health, qui réunissait des scientifiques venus d'une trentaine de pays, qui sont venus exposer leurs derniers travaux concernant la relation entre la forêt et la santé publique. C'est un sujet qui est absolument passionnant. Je vais vous faire part de certaines communications qui ont été faites lors de ce congrès parce que ça vaut vraiment la peine de pouvoir s'y arrêter. Alors, l'impact direct des arbres sur la santé physique, il est connu depuis longtemps. On a retrouvé, par exemple, un papyrus datant de 1500 avant notre ère, recommandant déjà l'usage du saule à des fins médicinales. Hippocrate l'a fait plus tard. On sait que le saule a finalement engendré l'aspirine. Donc, c'est connu depuis très, très, très longtemps. Mais ici au Canada, on a eu un événement historique qui vaut la peine d'être mentionné. Du fait qu'en 1535, lors de la deuxième expédition de Jacques Cartier au Canada, la deuxième exploration, si on peut dire, quand les marins sont arrivés en Nouvelle-France, on s'est aperçu qu'ils étaient atteints du scorbut. Et ils ont été soignés grâce à une décoction que leur ont donnée les autochtones. Et on a eu beaucoup de discussions entre historiens et botanistes pour savoir quelle était cette plante qui leur avait été donnée. Et on a aujourd'hui un consensus à peu près disant qu'il s'agit d'une décoction de thuya, qui est d'ailleurs appelée ici le cèdre. En effet, on s'est rendu compte que les conifères en général, le thuya aussi, que les conifères en général contiennent une grande quantité de vitamine C, et c'est cette vitamine C en décoction qui a permis non seulement aux marins de se sauver, mais peut-être aussi qui a permis le peuplement en Nouvelle-France qui aurait peut-être été rendu difficile si tous ces marins étaient morts. Un autre aspect dont je veux brièvement parler des plantes médicinales de l'Amérique du Nord, c'est évidemment le bouleau. Alors vous avez certainement des images de canoës, de canaux d'écorce de bouleau. Ce type de canoë a eu un impact majeur sur l'exploration de l'Amérique du Nord en raison de sa légèreté. Il faut savoir que ici, pour voyager, les autochtones étaient obligés de faire ce qu'on appelle du portage, c'est-à-dire que quand ils voulaient passer d'un cours d'eau à un autre, la plupart du temps, ils mettaient leur canot sur les épaules et ils allaient vers l'autre cours d'eau. Si les canaux avaient été faits en autre chose qu'en écorce de bouleau, ça aurait rendu très difficile les grandes explorations, et donc le canot d'écorce de bouleau a permis ça. Mais le bouleau était évidemment considéré, et est toujours considéré dans les cultures autochtones comme un arbre médicinal, et on utilisait en particulier l'écorce de bouleau comme pansement. Parce qu'il avait, disait-on, des propriétés bactéricides, et en tout cas il était bon pour les blessures. Et en effet, on s'est rendu compte il n'y a pas tellement de temps que le bouleau accélère, que des extraits d'écorce de bouleau accélèrent la cicatrisation des plaies, et on en a fait le premier agent phytothérapeutique utilisé en chirurgie, qui est donc utilisé en Occident un peu partout. D'ailleurs, des extraits d'écorce de bouleau sont beaucoup utilisés aussi dans tout ce qui est cosmétique
et soins de la peau, et notamment des shampoings aussi. Donc ça, c'est juste un aspect que je voulais rappeler en hommage au Canada, mais je voudrais surtout m'appesantir maintenant sur le côté épidémiologique du rapport entre la santé publique et les arbres. Alors, ce rapport, il est étudié depuis relativement peu de temps. Vous voyez ici que la majorité des études qui sont parues après, durant les années 2010. Donc, on est ici devant une science qui est extrêmement récente, qui est extrêmement prometteuse, mais qui contient encore beaucoup de questionnements, parce qu'aujourd'hui, on établit surtout des corrélations. On n'en est pas encore à établir des liens de causalité, mais on va y arriver certainement. L'intérêt pour les forêts thérapeutiques, vous en avez certainement entendu parler, il est très récent aussi. Vous voyez ici l'augmentation des recherches entre le début des années 2010 et 2021. Aujourd'hui, des recherches paraissent à peu près toutes les semaines sur l'impact de la forêt sur la santé publique dans le cadre de la forest thérapie. Pourquoi cet intérêt récent? Eh bien, c'est à cause d'un événement historique qui a frappé beaucoup l'Amérique du Nord, qui est l'invasion de la grille du frêne. Vous avez certainement entendu parler de cet insecte qui a ravagé énormément d'arbres, puisqu'on considère qu'aux États-Unis, 100 millions de frênes ont été perdus à cause de cet insecte. À Montréal, la plupart des frênes de la ville ont disparu. Et parallèlement donc à cette disparition des frênes, on a vu l'émergence d'un nouveau nombre de mortalité prématurée. C'est ainsi qu'on s'est aperçu que la disparition des frênes était corrélée à 6 000 décès supplémentaires dus à des problèmes de santé respiratoire et 15 000 décès dus à des problèmes de maladies cardiaques. Donc, on s'est dit, il y a un lien, et ça a vraiment été le début, en tout cas un début important des études d'épidémiologie sur les arbres et la santé publique. Alors, beaucoup de gens croient aujourd'hui que l'oxygène que nous respirons vient de ce fameux poumon vert de la forêt amazonienne, mais en fait, il s'avère que ce n'est pas du tout le cas. La forêt amazonienne fabrique, si on peut dire, beaucoup d'oxygène, mais cet oxygène est lui-même réutilisé par les êtres vivants qui s'y trouvent, et on sait aujourd'hui qu'en réalité, le vrai poumon de notre planète, ce sont les océans, et en particulier les algues et les planctons. C'est grâce aux océans que nous pouvons respirer l'oxygène. Mais les plantes et les arbres en général ont un rôle très important dans la qualité de l'air que nous respirons. Ça commence à être très connu même de la part du grand public. Donc en fait, les arbres ont une activité de dépollution. Ça, c'est ce qu'on appelle la phytoremédiation. Les arbres et les plantes en général peuvent extraire, elles peuvent stabiliser, elles peuvent volatiliser, transformer et filtrer toute une série de polluants. Ça se fait aussi bien à travers les racines que dans le feuillage. Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet qui est assez connu, mais je voudrais quand même préciser qu'il ne faut pas oublier quand on dit que les arbres ont ce pouvoir dépolluant, que ce ne sont pas seulement les arbres, mais la totalité des micro-organismes qui travaillent avec les arbres, qui collaborent d'une certaine manière pour faire cette transformation des polluants. Alors, on sait aujourd'hui que dans ces arbres, certains sont plus dépolluants que les autres. Par exemple, les conifères, en ce qui concerne les petites particules, les conifères ont un effet plus efficace que les feuillus, en raison du fait qu'il y a énormément d'aiguilles, mais aussi du fait qu'il y a cette cire qui est sur les aiguilles, qui permet la captation de ces particules. Et par contre, les feuillus ont un impact très important sur des particules un peu plus grosses. On a mesuré que l'air intérieur, donc dans les bâtiments situés près d'allées de boulot, l'air est plus pur parce qu'on a une réduction de 50% de ces particules grâce aux feuilles de bouleau. Donc c'est quand même un aspect très important pour les arbres en ville. Alors ceci explique que quand on augmente la quantité d'arbres dans un quartier, dans un pâté de maison, eh bien on diminue les problèmes cardio-métaboliques. Ça a été mesuré par un très 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 grand nombre d'études. Dans cette étude-ci qui est parue en 2015, on a montré que si on augmente la quantité d'arbres dans un quartier, eh bien, c'est comme si on augmentait le revenu des individus qui habitent ce quartier. Or, l'augmentation des revenus est toujours liée d'un point de vue épidémiologique à une augmentation
de la santé. Donc ça se fait ici via les arbres. On sait aujourd'hui qu'il y a un impact global sur la mortalité. Une association en Oregon a planté pendant une bonne quinzaine d'années des arbres dans différents endroits et on a pu mesurer dans différentes études la réduction des mortalités non accidentelles et on pense que c'est une réduction significative. Vous avez ici la formule qui a été utilisée. Bien entendu, quand on fait ce genre d'études, on analyse tous les facteurs, hein, les facteurs d'âge, les facteurs fumeurs ou non fumeurs, etc. Ce sont des études qui sont quand même assez fines et on voit donc qu'il y a un impact qui est très important des arbres sur la quantité de décès et sur la mortalité. On sait aussi que quand on a plus d'arbres dans une rue, ça a une incidence positive. Hein. Auprès des femmes, on a des accidents vasculaires qui sont moins fréquents chez les femmes. À l'heure actuelle, on ne sait pas encore pourquoi ça affecte positivement plus les femmes que les hommes. Beaucoup d'études sont faites auprès de différentes populations, mais la question des femmes et des hommes reste actuellement en suspens. Toujours est-il qu'on calcule évidemment aujourd'hui l'impact économique de ces arbres en termes de prévention des maladies et la forêt de la région de New York, on a estimé et on pense généralement que c'est une estimation qui est plutôt trop faible, mais on estime que c'est à peu près de 8 milliards et demi de dollars en termes d'économie. Hein. Il faut quand même toujours se souvenir que nous sommes dans une situation en Occident où la population est de plus en plus vieillissante et donc on va avoir des coûts de santé qui vont vraisemblablement exploser et que l'impact de la nature est surtout un impact préventif qui permet de faire des économies en termes de santé physique, mais aussi, ce sera certainement vu dans une autre communication, de santé mentale. Il y a également une corrélation entre le couvert forestier et le cancer. Ça a été très étudié par un chercheur très connu au Japon qui s'appelle Kinni, qui a écrit qui a pas écrit, publié beaucoup d'articles et fait beaucoup de livres sur le sujet. Et donc, il s'est rendu compte avec son équipe que toute une série de cancers sont moins fréquents dans les zones qui sont qui ont un couvert forestier plus important. Encore une fois, c'est très important de souligner qu'il s'agit d'une corrélation. Hein. On ne va pas plus loin actuellement que la corrélation, mais cette corrélation, elle existe et elle est constatée dans de plus en plus d'endroits. Alors, il se trouve évidemment une chose beaucoup plus facile à comprendre pour les non-initiés, c'est évidemment l'impact des arbres sur l'activité physique. Ce n'est pas difficile de comprendre que quand on habite, quand on est proche d'une rue qui est belle grâce à ces arbres, d'une avenue très arborée, eh bien on a plus tendance à vouloir y marcher que si c'est une rue entourée de béton. Donc on sait aujourd'hui, encore une fois d'un point de vue de la santé publique, que plus on a un couvert arboré, plus la population a tendance à marcher, à faire du cyclisme, plus les enfants ont tendance à jouer dehors et l'activité physique des enfants est en général plus élevée quand on a un couvert arboré. Ce qui est très important parce que vous savez qu'il y a un problème d'obésité, qui est un problème qui arrive de plus en plus en Europe et qui vient beaucoup d'Amérique du Nord. L'obésité est liée à toute une série d'autres problèmes. Donc l'exercice physique, on pense aujourd'hui que la sédentarité, c'est la cause majeure au niveau de la santé publique de problèmes de santé. Donc il est très important de trouver des manières d'encourager l'exercice physique et les arbres agissent, si on veut, un peu comme des nudges, hein, c'est-à-dire comme des encouragements à sortir dehors. Donc c'est un aspect qui est très important pour notamment les allées d'arbres. La perception du couvert arboré, elle a aussi un impact. Vous voyez ici qu'on a mesuré la relation entre la perception de la quantité d'arbres et la longévité, et on se rend compte qu'effectivement, plus la population a tendance à croire qu'il y a un couvert arboré important, plus sa longévité est importante. Donc cet aspect psychologique, il est aussi très important. Et je veux aussi vous dire un mot bref en ce qui concerne la question des enfants, parce que les enfants souffrent de plus en plus d'asthme. On sait aujourd'hui que l'asthme
c'est une maladie qui est attrapée surtout dans les grandes agglomérations et que l'exposition aux arbres peut réduire l'asthme. Il y a un aspect donc du fait de l'arbre, et il y a un autre aspect qui est très important, c'est grâce aux arbres l'exposition à des micro-organismes. On sait que les gens qui ont grandi dans les années 60, qui étaient à l'école dans les années 60-70, se souviennent assez peu d'avoir eu des collègues élèves qui avaient des maladies auto-immunes, notamment des allergies. Il y avait assez peu de cas à l'époque. Aujourd'hui, dans n'importe quelle classe scolaire, on trouve beaucoup, ou en tout cas un certain nombre d'enfants avec ces maladies auto-immunes. C'est la fameuse hypothèse des vieux amis, c'est-à-dire qu'on considère que l'humain n'est plus assez en contact avec toute une série de bactéries et a tendance à surréagir quand il rencontre des bactéries qui pourtant ne sont pas néfastes à leur santé. Donc il y a une sorte de désaffection du monde naturel qui crée beaucoup de maladies auto-immunes. C'est en tout cas une hypothèse qui est beaucoup avancée en santé publique. Donc le fait de mettre en contact les enfants avec des micro-organismes qui, bien entendu, la plupart du temps, sont invisibles, mais sont présents dès qu'il y a de la végétation, a un impact sur le renforcement de leur système immunitaire. Alors il y a donc des impacts inexpliqués, on parle beaucoup plus de corrélation que de causalité et on parle aussi de médiation. On ne sait pas, par exemple, dans le cas suivant, qui est donc la corrélation entre les arbres et les naissances à terme, on ne sait pas pourquoi c'est comme ça, mais on a constaté que quand on augmente la couverture arborée, on diminue le nombre de naissances d'enfants avant terme. Alors, il y a toute une série d'hypothèses qui sont présentées. Une hypothèse, c'est par exemple la pollution. Est-ce qu'effectivement cette diminution de la pollution a un impact sur la santé de la maman? Une autre hypothèse, c'est la santé mentale. Est-ce que le fait d'avoir des arbres diminue le stress de la mère et donc aboutit à des naissances à terme? C'est encore très discuté. On sait aussi qu'il y a, et c'est une découverte justement du World Conference on Forest for Public Health, il y a des différences, des discriminations au niveau racial aux États-Unis. On s'est rendu compte que le Covid n'atteignait pas de manière égale les blancs et les noirs. Et une des explications, mais qui est une hypothèse, c'est justement la différence de végétation et de couvert arboré. Les blancs bénéficieraient plus d'un couvert arboré que les populations afro-américaines. C'est pourquoi ces populations auraient été plus touchées par le Covid que les populations blanches. Je voudrais aussi vous citer, parce que c'est tout à fait récent, mais c'est intéressant de voir que les espaces verts ont un impact sur ce qu'on appelle les télomères. Alors les télomères donc, se situent à l'extérieur, ce sont des structures en fait de l'ADN et qui vont assurer l'intégrité de notre génome quand il y a une division cellulaire. Et on a constaté que plus les gens vivent dans un espace vert, plus leurs télomères sont longs. Et les gens qui vivent dans des espaces urbains ont des télomères qui vont diminuer, ce qui fait qu'à un moment donné, la cellule ne va plus pouvoir se diviser et va mourir. Donc ça, c'est tout à fait récent comme recherche, mais c'est quand même intéressant parce que ça ouvre des perspectives qui me paraissent passionnantes. Enfin, je voudrais vous parler des composés organiques volatiles. Ce sont donc des composés chimiques qui sont émis par les arbres et on s'est rendu compte qu'ils ont beaucoup d'impact. Alors, ils ont un impact sur les cellules anticancers, à la fois sur la quantité de nos cellules anticancers et sur l'activité de nos cellules anticancers, mais ils ont aussi des impacts sur notre santé respiratoire. Ils ont des impacts antioxydants, anti-inflammatoires qui sont très importants. On les étudie de plus en plus et ça explique qu'une promenade de 2 heures dans une forêt a un impact immédiat sur notre santé cardiovasculaire, notre santé respiratoire. Cet impact est mesurable quand on fait des analyses de sang et dure un certain nombre de temps. On parle parfois d'une semaine et dans certains cas d'un mois d'effet de ces composés organiques volatiles. Donc ils sont très importants et ils sont émis par les arbres. Je voudrais terminer en disant que même quand les arbres ne sont plus vivants et continuent à avoir un impact, on a mesuré par exemple l'impact de certains types de bois quand on fait des lits pour enfants et on s'est rendu compte que dans des pins provenant des Alpes, on obtient une diminution de la fréquence cardiaque chez les enfants qui dorment dans ce type d'arbre, de lit.
Donc c'est très intéressant de voir que les impacts peuvent être même mesurés dans des écoles. Le type de bois utilisé a un impact sur la santé cardiovasculaire des enfants. De même que le bois, on a découvert il n'y a pas tellement longtemps que le bois a des capacités de performance hygiénique qui sont très importantes, qui sont plus importantes que le plastique et le verre. C'est donc difficile à dire que c'est du bois mort parce qu'il continue à réagir quand on lui inocule par exemple la bactérie E. coli. Il réagit et il arrive dans certains cas à l'éliminer. Voilà, je voudrais terminer en disant que ce n'est qu'un bref aperçu de l'impact de la santé physique, de l'impact de la nature et des arbres sur la santé physique, mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que notre point de vue humain. Il y a évidemment l'impact des arbres sur la santé physique et pourquoi pas mentale des autres vivants qui gravitent autour de l'arbre et qui sont évidemment à prendre en considération quand on parle de l'impact des arbres. J'ai un peu dépassé mon temps. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et au plaisir de vous rencontrer un jour.